En octobre 2023, lors de la démolition d'un ancien entrepôt dans le quartier de Chantenay à Nantes, des ouvriers ont fait une découverte qui allait bouleverser une famille entière et résoudre l'une des disparitions les plus troublantes de la région des Pays de la Loire. Au milieu des gravats et de la poussière accumulée pendant des décennies, un magnétophone à cassette des années 90 a été retrouvé, encore fonctionnel, contenant des bandes audio qui racontaient l'histoire terrifiante d'un homme disparu 29 ans plus tôt. Marcel Fontaine, ancien inspecteur de police respecté, avait disparu sans laisser de traces en octobre 1994, à l'âge de 68 ans. Sa famille n'avait jamais cessé de chercher des réponses, et pendant presque 3 décennies, le mystère de sa disparition était resté entier. Mais ce que ces enregistrements révélaient dépassait tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Comment un policier expérimenté, méthodique et prudent avait-il pu disparaître complètement? Et surtout, qu'est-ce qui l'avait poussé à enregistrer ces dernières heures sur ces cassettes qui allèrent devenir son ultime témoignage? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Nantes, au début des années 90, était une ville en pleine transformation. L'ancienne cité industrielle des bords de Loire se réinventait progressivement, conservant son riche patrimoine historique tout en s'ouvrant vers l'avenir. Le quartier de Sainte-Anne, où habitait la famille Fontaine, était connu pour ses rues tranquilles, bordées de maisons bourgeoises, construites au début du XXe siècle. Ses petits commerces de proximité et cette atmosphère de village en plein cœur urbain qui faisait tout son charme. Marcel Fontaine était une figure respectée du quartier. Après 42 années passées dans la police nationale, dont les 20 dernières comme inspecteur à la brigade criminelle de Nantes, il avait pris sa retraite en 1988 à l'âge de 62 ans. Grand, les cheveux gris toujours impeccablement coiffés en arrière, Marcel incarnait l'image même du policier de la vieille école. Rigoureux, méthodique, doté d'une mémoire photographique qui lui avait valu le surnom de l'archiviste parmi ses collègues. Il portait encore chaque jour une chemise blanche repassée avec soin et un pantalon de costume sombre, comme s'il était toujours en service. Sa femme, Elisabeth, était une ancienne institutrice de l'école primaire du quartier. À 66 ans, en 1994, elle incarnait la douceur et la patience que Marcel n'avait jamais tout à fait possédées. Leurs 43 années de mariage avaient été marquées par les horaires imprévisibles et les silences pesants que Marcel ramenait du commissariat, mais aussi par une complicité profonde et une confiance mutuelle inébranlable. Elisabeth avait appris depuis longtemps à ne pas poser trop de questions sur les affaires qui tourmentaient son mari, comprenant que certains secrets devaient rester enfermés dans les archives de la police. Le couple avait eu 2 enfants. Antoine, l'aîné, âgé de 42 ans, avait suivi une carrière d'ingénieur en génie civil et vivait à Lyon avec sa femme et leurs 3 enfants. Il entretenait avec son père des rapports cordiaux mais distants, comme si une barrière invisible s'était érigée entre eux au fil des années. Céline, la cadette de 38 ans, travaillait comme infirmière au CHU de Nantes. Plus proche de son père que son frère, elle lui rendait visite chaque dimanche pour déjeuner en famille, rituel sacré que rien ne venait jamais perturber. La retraite de Marcel n'avait pas signifié la fin de son engagement envers la justice. Au contraire, elle lui avait offert le temps qu'il n'avait jamais eu pour se plonger dans ce qui était devenu son obsession, les cold cases, ces affaires non résolues qui hantaient encore sa mémoire. Dans son bureau au premier étage de leur maison de la rue Gambetta, Marcel avait reconstitué une sorte de salle d'investigation miniature. Des classeurs s'entassaient sur les étagères, remplis de photocopies de dossiers, de coupures de journaux jaunis, de notes manuscrites rédigées de sa calligraphie serrée et précise. Il passait ses journées à relire des témoignages, à établir des chronologies, à chercher les détails qui avaient pu échapper aux enquêteurs d'origine. Ses anciens collègues, bien que sceptiques au début, avaient fini par accepter cette manie.
Certains lui fournissaient même des copies de vieux dossiers, sachant que Marcel ne divulguerait jamais d'informations confidentielles et que son expertise pouvait parfois apporter un éclairage nouveau. Le commissaire Laurent Mercier, qui dirigeait alors la brigade criminelle de Nantes, maintenait un contact régulier avec son ancien mentor, sachant que l'instinct de Marcel restait affûté malgré les années. Les voisins de la rue Gambetta s'étaient habitués à voir Marcel partir chaque matin à 8 heures précises pour sa promenade quotidienne jusqu'au marché de Talensac. Il achetait toujours le journal au même kiosque, prenait un café au comptoir du même bistrot, échangeait quelques mots avec les commerçants qu'il connaissait depuis des décennies. Cette routine immuable était pour lui une façon de rester ancré dans le réel, de ne pas se laisser complètement absorber par les fantômes du passé qui peuplaient son bureau. Nicole Deschamps, leur voisine de palier depuis 15 ans, une veuve de 73 ans qui avait enseigné avec Elisabeth, témoignerait plus tard que Marcel semblait préoccupé dans les semaines précédant sa disparition. « Il était différent », dira-t-elle aux enquêteurs. « Normalement, il me saluait toujours avec un petit mot gentil quand on se croisait dans l'escalier. Mais en septembre et octobre, il paraissait ailleurs, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. Une fois, je l'ai entendu monter les marches à 2 heures du matin. C'était inhabituel. Le vendredi 14 octobre 1994 restera gravé à jamais dans la mémoire d'Elisabeth Fontaine comme le jour où sa vie a basculé dans l'incertitude. Ce matin-là, tout avait commencé de façon parfaitement ordinaire. Marcel s'était levé à 6h30, comme chaque jour depuis 40 ans. Elle l'avait entendu sous la douche, puis dans la cuisine où il préparait son café. L'odeur du pain grillé montait jusqu'à la chambre. Quand elle était descendue à 7h15, il était déjà habillé, assis à la table de la cuisine, le journal L'Ouest France ouvert devant lui. « Tu as bien dormi ?» avait-elle demandé, comme elle le faisait chaque matin. Marcel avait levé les yeux, et Elisabeth avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans son regard. Une tension, peut-être, une fatigue plus profonde que d'ordinaire. « Pas vraiment », avait-il répondu, avant de replonger dans sa lecture. Ce n'était pas une réponse surprenante. Marcel dormait mal depuis des années, se réveillant souvent en pleine nuit pour descendre travailler dans son bureau. Après le petit déjeuner, vers 8 heures, Marcel était monté dans son bureau comme il le faisait souvent, le vendredi matin. Elisabeth l'avait entendu ouvrir et fermer des tiroirs, déplacer des classeurs. Puis, vers 8h30, il était redescendu avec sa sacoche en cuir marron, celle qu'il emportait toujours quand il partait pour sa promenade matinale. « Je vais faire un tour », avait-il annoncé en enfilant sa veste beige. « Je serai de retour pour le déjeuner. » C'était la dernière fois qu'Elisabeth voyait son mari vivant. À 13h, quand Marcel n'était toujours pas rentré, Elisabeth avait commencé à s'inquiéter. Ce n'était pas dans ses habitudes. Marcel était d'une ponctualité quasi militaire. Elle avait appelé le bistrot où il prenait son café, mais le patron lui avait confirmé que Marcel n'était pas passé ce matin-là. Inhabituel, mais pas encore alarmant. Peut-être avait-il changé son itinéraire. À 15h, l'inquiétude s'était transformée en angoisse. Elisabeth avait appelé Céline, qui était venue immédiatement. Ensemble, elles avaient parcouru le quartier, interrogeant les commerçants, vérifiant les lieux habituels de Marcel. Personne ne l'avait vu. À 17h, Céline avait convaincu sa mère d'appeler le commissariat. L'inspecteur Jean-Claude Valois, un collègue de longue date de Marcel, s'était immédiatement saisi de l'affaire. La disparition d'un ancien policier n'était jamais prise à la légère, surtout quand il s'agissait de quelqu'un d'aussi méthodique que Marcel Fontaine. Valois avait commencé par les procédures standards. Vérification des hôpitaux, des urgences, interrogatoire des proches. Mais dès le début, quelque chose le tracassait. Marcel n'était pas du genre à partir impulsivement. Et surtout, il n'était pas du genre à inquiéter sa famille. Le samedi matin, une équipe avait fouillé le bureau de Marcel. C'est là que les premières anomalies avaient été relevées. Sur le bureau, parfaitement rangé comme toujours, se trouvait un dossier ouvert. Il concernait une affaire datant de 1976, la disparition d'une jeune femme de 23 ans nommée Hélène Garot, retrouvée morte 6 mois plus tard
dans un champ près de Saint-Herblain. L'affaire avait été classée après l'arrestation et la condamnation d'un homme, Bernard Lavigne, à 20 ans de prison pour meurtre. Lavigne était sorti de prison en 1996, après avoir purgé sa peine. Mais ce qui intriguait Valois, c'étaient les notes manuscrites de Marcel sur ce dossier. Des annotations récentes, datées des semaines précédentes, suggéraient que Marcel doutait de la culpabilité de Lavigne. Témoignages contradictoires, avait-il écrit en rouge. Absence de preuves matérielles convaincantes. Et, souligné 3 fois, réinterroger les témoins de l'époque. Dans un tiroir du bureau, Valois avait trouvé un carnet noir où Marcel notait ses rendez-vous et ses réflexions. Les dernières pages contenaient une série d'adresses à Nantes et dans les environs, accompagnées de dates et d'heures. La dernière entrée, datée du jeudi 13 octobre, mentionnait simplement « Vendredi 14 octobre, 9 h, entrepôt Chantenay. Vérifier théorie ». Chantenay était un ancien quartier industriel de Nantes, situé à l'ouest de la ville, le long de la Loire. Dans les années 90, le quartier était en déclin, marqué par la fermeture progressive de ses usines et entrepôts. L'adresse notée par Marcel correspondait à un ancien entrepôt de stockage de matériaux de construction, abandonné depuis le début des années 80. Une équipe de police s'y était rendue le samedi après-midi, mais n'avait rien trouvé d'anormal. Le bâtiment était vide, poussiéreux, les fenêtres brisées, laissant entrer la lumière grise d'octobre. Aucune trace de Marcel. Les jours suivants, l'enquête s'était intensifiée. Des recherches avaient été menées dans un rayon de 20 km autour de Nantes. Des plongeurs avaient exploré certaines sections de la Loire. Les médias locaux avaient diffusé la photo de Marcel, demandant à toute personne ayant des informations de se manifester. Un témoin, un sans-abri qui dormait régulièrement sous le pont de Chantenay, avait déclaré avoir vu un homme correspondant à la description de Marcel le vendredi matin, vers 9h15, marchant en direction de la zone industrielle. Mais personne ne l'avait vu repartir. Bernard Lavigne, l'homme condamné dans l'affaire Garot, avait été localisé et interrogé. Il vivait désormais à Angers, travaillait dans une entreprise de nettoyage, menait une vie discrète. Il avait confirmé avoir reçu une lettre de Marcel 3 semaines auparavant, lui demandant un entretien pour discuter de son affaire. Je lui ai répondu que je n'avais rien à ajouter à ce que j'avais déjà dit au procès, avait-il expliqué aux enquêteurs. Je ne l'ai jamais rencontré. Antoine, le fils de Marcel, était arrivé de Lyon le dimanche. La tension entre lui et sa sœur Céline était palpable. Papa a toujours été obsédé par ses vieilles affaires, avait-il dit à Valois. Il ne pouvait pas lâcher prise. Maman lui disait souvent que ça finirait par le consumer. Céline avait défendu son père, il cherchait la vérité. C'était sa façon de rester utile, de donner un sens à sa retraite. Les semaines se sont transformées en mois, et les mois en années. Pour Élisabeth Fontaine, le temps s'était comme figé le 14 octobre 1994. Elle continuait à vivre dans leur maison de la rue Gambetta, refusant catégoriquement de toucher au bureau de Marcel. « Il reviendra », disait-elle à sa fille, « et quand il reviendra, il devra retrouver ses affaires exactement comme il les a laissées. » Céline n'avait pas le cœur de contredire sa mère, même si, au fond d'elle-même, elle savait que les chances de revoir son père vivant diminuaient chaque jour. La disparition de Marcel avait profondément affecté le commissariat. Laurent Mercier, le commissaire, avait personnellement supervisé l'enquête pendant les 6 premiers mois, mobilisant des ressources considérables. Mais sans nouveaux éléments, sans corps, sans témoignages concrets, l'affaire était progressivement passée au second plan. Elle n'avait jamais été officiellement classée, restant techniquement ouverte, mais en pratique, plus aucun enquêteur n'y travaillait activement après 2000. Valois, cependant, n'avait jamais vraiment abandonné. Chaque année, le 14 octobre, il rendait visite à Élisabeth, lui apportant un bouquet de fleurs et quelques mots d'encouragement. Il avait pris l'habitude de relire le dossier périodiquement, espérant qu'un détail lui sauterait aux yeux. Mais rien ne venait. La famille s'était fragmentée sous le poids du deuil non résolu. Antoine venait de moins en moins souvent à Nantes. Les rares fois où il voyait sa mère,
Leur conversation tournait inévitablement autour de Marcel, ce qui créait une tension insupportable. « Je ne peux pas passer ma vie à chercher un fantôme », avait-il fini par dire à Céline lors d'une dispute mémorable à Noël 2001. « Papa est parti. Il faut que maman l'accepte et qu'elle continue sa vie. » Céline, au contraire, s'était rapprochée de sa mère. Elle passait au moins 3 soirs par semaine rue Gambetta, partageant le dîner avec Elisabeth, l'aidant avec les tâches ménagères, mais surtout lui offrant une présence, une écoute. Elle ne parlait pas toujours de Marcel, mais sa présence invisible remplissait chaque pièce de la maison. Parfois, Elisabeth montait dans le bureau et s'asseyait simplement dans le fauteuil de son mari, touchant ses stylos, feuilletant ses carnets, comme pour maintenir un lien avec lui. Nicole Deschamps, la voisine, était devenue une présence précieuse. Elle prenait le café avec Elisabeth presque chaque après-midi, l'accompagnait au marché, l'aidait à combattre la solitude qui menaçait de l'engloutir. « Votre Marcel était un homme de devoir », disait-elle souvent. « S'il est parti sans prévenir, c'est qu'il avait une raison importante. Il ne vous aurait jamais abandonné par légèreté. » Au fil des années, diverses théories avaient circulé dans le quartier. Certains pensèrent que Marcel avait découvert quelque chose de dangereux dans une de ses vieilles affaires et qu'il avait été éliminé par des personnes cherchant à protéger leurs secrets. D'autres suggéraient qu'il avait fait une fugue, incapable de supporter le poids de ses souvenirs. Les plus romantiques imaginaient qu'il souffrait d'amnésie et errait quelque part sans savoir qui il était. Mais aucune de ces théories n'expliquait pourquoi aucun corps n'avait été retrouvé, pourquoi aucun indice concret n'avait jamais émergé. En 2008, 14 ans après la disparition, Elisabeth avait finalement accepté de faire déclarer Marcel officiellement absent. C'était une démarche administrative nécessaire pour régler certaines questions financières, mais elle avait insisté auprès du juge sur le fait que cela ne signifiait pas qu'elle le considérait comme mort. « Mon mari est quelque part », avait-elle déclaré, « et tant qu'on ne m'aura pas prouvé le contraire, je continuerai à l'attendre. » Valois avait pris sa retraite en 2010, mais même après avoir quitté la police, il n'avait pas cessé de penser à Marcel. Il gardait chez lui une copie complète du dossier et occasionnellement, il reprenait ses recherches, contactait d'anciens témoins, vérifiait des pistes qui ne menaient généralement nulle part. C'était devenu pour lui aussi une obsession, comme si en résolvant ce mystère, il pourrait honorer la mémoire de son mentor. L'affaire Garot, celle que Marcel étudiait avant sa disparition, avait connu un rebondissement inattendu en 2015. Bernard Lavigne, l'homme condamné pour le meurtre d'Hélène Garot, était mort d'un cancer du poumon. Mais quelques mois avant sa mort, il avait confié à son avocat qu'il avait toujours maintenu son innocence et qu'un ancien policier l'avait contacté peu avant de disparaître, semblant le croire. Cette information était parvenue à Valois, qui avait immédiatement fait le lien avec Marcel. Mais cela ne faisait qu'approfondir le mystère. Si Marcel avait effectivement découvert quelque chose qui innocentait Lavigne, où était-il passé? Et surtout, qui aurait eu intérêt à le faire taire? Céline, qui avait maintenant 53 ans en 2009, s'était mariée tardivement et avait eu un fils, Thomas. Elle n'avait jamais cessé de parler de son grand-père à l'enfant, lui montrant des photos, lui racontant des histoires. Thomas, à 8 ans, demandait souvent « Quand est-ce que je vais rencontrer papy Marcel ?» Et Céline ne savait jamais quoi répondre. L'hiver 2022 avait été particulièrement rigoureux à Nantes. Les températures étaient descendues bien en dessous de 0 pendant plusieurs semaines, et la neige avait recouvert la ville d'un manteau blanc inhabituel pour la région. Mais c'était l'été 2023 qui allait apporter le changement tant attendu, même si personne ne pouvait l'anticiper. La municipalité de Nantes avait lancé un vaste projet de réaménagement du quartier de Chantenay. L'ancien quartier industriel, qui avait connu son apogée au début du XXe siècle avec ses chantiers navals et ses usines, était depuis longtemps en friche. Les entrepôts abandonnés, les hangars rouillés et les terrains vagues étaient devenus des symboles du déclin industriel de la région. Le projet de rénovation urbaine prévoyait la démolition de plusieurs bâtiments
pour créer un nouvel écoquartier avec des logements, des espaces verts et des commerces. Parmi les structures à démolir figurait l'ancien entrepôt de la rue des Salorges, celui-là même que Marcel avait noté dans son carnet le 13 octobre 1994. Le bâtiment, construit dans les années 50, était resté vide depuis sa fermeture en 1982. Au fil des décennies, il était devenu un lieu de squat occasionnel pour des sans-abri et des toxicomanes, jusqu'à ce que la mairie fasse murer les accès au début des années 2000. Le lundi 9 octobre 2023, une équipe de démolition de l'entreprise Démolec s'était présentée sur le site. Christophe Morel, le chef d'équipe, un homme de 45 ans avec 20 ans d'expérience dans le secteur, avait d'abord fait procéder à une inspection complète du bâtiment pour s'assurer qu'il était totalement vide avant de commencer les travaux. C'était une procédure standard, mais nécessaire pour éviter tout problème. L'entrepôt était immense. 3 étages, des milliers de mètres carrés d'espace vide, avec des structures métalliques rouillées et des murs de briques noircis par le temps. Le rez-de-chaussée avait été rapidement inspecté. Rien d'inhabituel. Des débris, des graffitis, quelques matelas pourris laissés par des squatteurs. Le premier étage présentait la même désolation. C'est au 2e étage, dans une section isolée du bâtiment accessible uniquement par un escalier métallique extérieur, que Morel et son équipe avaient fait la découverte qui allait tout changer. Cette partie de l'entrepôt semblait avoir servi de bureau administratif à l'époque où le bâtiment était en activité. Plusieurs petites pièces s'alignaient le long d'un couloir étroit, leurs portes arrachées depuis longtemps, leurs fenêtres brisées laissant entrer la lumière et les intempéries. Dans la dernière pièce au fond du couloir, partiellement effondrée, Morel avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Au milieu des gravats et de la végétation qui avait poussé à travers le plancher au fil des années, une structure métallique semblait encore intacte. En s'approchant prudemment, testant chaque pas pour s'assurer que le sol ne céderait pas, il avait réalisé qu'il s'agissait d'un vieux meuble de rangement en métal, du type utilisé dans les bureaux dans les années 80. Le meuble était renversé sur le côté, recouvert de poussière et de débris. Quand Morel l'avait déplacé avec l'aide d'un de ses collègues, Julien Roux, ils avaient découvert quelque chose de troublant derrière, un sac en toile militaire, partiellement enterré sous des morceaux de plâtre tombés du plafond. « C'est bizarre, ça », avait dit Julien. « Pourquoi quelqu'un laisserait un sac ici ?» Morel avait partagé son malaise. Dans leur métier, ils tombaient régulièrement sur des objets abandonnés, mais quelque chose dans cette découverte le mettait mal à l'aise. Le sac était vieux, manifestement, mais pas délabré comme on aurait pu s'y attendre après des décennies d'exposition aux éléments. Il était protégé par le meuble et les débris. Morel avait ouvert le sac avec précaution. À l'intérieur, il y avait des vêtements, une veste beige, un pantalon sombre, une chemise blanche. Tous vieux, mais reconnaissables. Et autre chose, un magnétophone à cassette, un modèle Philips des années 90, avec plusieurs cassettes à côté, soigneusement rangées dans leurs boîtiers en plastique. « Il faut appeler la police », avait immédiatement dit Morel. Dans leur formation de sécurité, ils avaient appris à ne jamais toucher à des découvertes potentiellement liées à des activités criminelles. Et quelque chose dans cette scène suggérait qu'il ne s'agissait pas d'un simple abandon. À 11h45, une patrouille de police était arrivée sur les lieux. Les agents Pauline Mercier et Thomas Garand avaient sécurisé la zone et appelé la police scientifique. En attendant leur arrivée, Mercier avait examiné les lieux sans toucher à rien. C'est alors qu'elle avait remarqué, à quelques mètres du sac, partiellement caché sous des débris dans un coin de la pièce, ce qui ressemblait à des ossements humains. L'affaire avait immédiatement pris une autre dimension. Le capitaine Sophie Arnaud, de la police judiciaire de Nantes, s'était déplacé personnellement. La police scientifique avait établi un périmètre de sécurité et commencé une fouille méthodique de la pièce. Les ossements, après un premier examen sur place par un médecin légiste, semblaient effectivement humains. Il s'agissait d'un squelette presque complet, recroquevillé dans l'angle de la pièce. Ce qui avait frappé les enquêteurs, c'était l'état de préservation relatif du magnétophone.
Protégé dans le sac, il semblait avoir survécu aux années. Arnaud avait fait transporter l'ensemble des découvertes au laboratoire de la police scientifique pour analyse. Mais avant même d'avoir les résultats, une intuition la travaillait. Un vieux magnétophone avec des cassettes trouvé à proximité de restes humains dans un entrepôt abandonné dans le quartier même mentionné dans le dernier carnet d'un policier disparu 29 ans auparavant. Le lendemain matin, le capitaine Sophie Arnaud avait convoqué Jean-Claude Valois. Bien que retraité depuis 13 ans, l'ancien inspecteur restait une référence pour les affaires non résolues du département. Quand Arnaud lui avait expliqué la découverte de Chantenay, Valois avait immédiatement fait le lien. « C'est l'entrepôt », avait-il dit, la voix tremblante, celui que Marcel avait noté dans son carnet. Au laboratoire de la police scientifique, rue de la Haluchère, les techniciens travaillaient méthodiquement. L'analyse ADN des ossements prendrait plusieurs jours, mais certains éléments pouvaient être établis rapidement. Le médecin légiste, le docteur Alain Roussel, spécialiste en anthropologie médico-légale, avait examiné les restes. Homme, âge estimé entre 65 et 70 ans au moment du décès, avait-il annoncé, mort remontant à une période située entre 25 et 30 ans. La datation précise nécessitera des analyses au carbone 14, mais les indices de dégradation sont cohérents avec cette fourchette. Dans le sac en toile, outre les vêtements et le magnétophone, les enquêteurs avaient trouvé d'autres objets. Un portefeuille en cuir contenant une carte d'identité humidifiée, mais encore partiellement lisible. Des clés, un stylo et surtout une sacoche en cuir marron. À l'intérieur de la sacoche, des documents. Des photocopies de vieux rapports de police, des notes manuscrites et un dossier complet sur l'affaire Hélène Garot de 1976. Valois, en voyant la sacoche, avait senti ses jambes se dérober. « C'est celle de Marcel », avait-il murmuré. « Je la reconnaîtrais entre mille, il la portait tous les jours. » La carte d'identité dans le portefeuille, après nettoyage délicat par les techniciens, avait confirmé l'identité. Marcel Fontaine, né le 23 mars 1926 à Nantes. Arnaud savait qu'elle devait prévenir la famille avant que la presse ne s'empare de l'affaire. Elle s'était rendue personnellement rue Gambetta le mercredi 11 octobre, en fin d'après-midi, accompagnée de Valois. Élisabeth Fontaine, maintenant âgée de 95 ans, vivait toujours dans la maison familiale, aidée quotidiennement par Céline. Quand elles avaient ouvert la porte et vu les deux policiers, Céline avait immédiatement compris. Élisabeth, assise dans son fauteuil du salon, avait levé les yeux et dit simplement « Vous l'avez retrouvé ». Ce n'était pas une question. Après 29 ans, elle savait que ce moment viendrait un jour. Arnaud avait expliqué les circonstances de la découverte avec tact et précision. Élisabeth avait écouté sans pleurer, sa main serrant celle de sa fille. « Je veux savoir ce qui lui est arrivé », avait-elle finalement dit. « J'ai attendu presque 30 ans, je mérite de connaître la vérité. » C'est alors que Valois avait mentionné le magnétophone. « Nous pensons qu'il contient des enregistrements », avait-il expliqué. « Marcel a peut-être laissé un témoignage de ce qui s'est passé. Mais nous devons d'abord nous assurer que l'appareil fonctionne encore et que les bandes sont exploitables. » Au laboratoire, le technicien Florian Becquet, spécialiste en audiovisuel ancien, avait examiné le magnétophone. C'était un modèle Philips D 6606, populaire au début des années 90 pour sa fiabilité et sa qualité d'enregistrement. Malgré les années passées dans l'entrepôt, protégé par le sac et les débris, l'appareil était dans un état remarquable. Les circuits internes montraient peu de signes de corrosion. « Les cassettes sont en bon état », avait annoncé Becquet après inspection. La bande magnétique semble intacte. Il y a 4 cassettes, chacune pouvant contenir 60 minutes d'enregistrement, soit 30 minutes par face. Je vais numériser le contenu avant de tenter une lecture pour préserver les originaux. Le processus de numérisation avait pris toute la journée du jeudi. Becquet travaillait avec une minutie extrême, sachant que ces enregistrements pourraient être la clé pour comprendre ce qui s'était passé en octobre 1994. Vers 18 heures, il avait enfin terminé. Les fichiers audio étaient prêts à être écoutés.
Arnaud avait réuni une petite équipe dans une salle d'écoute du commissariat. Elle-même, Valois, le procureur adjoint maître Vincent Leroy et 2 enquêteurs de son équipe. Elisabeth et Céline avaient demandé à être présentes, mais Arnaud avait préféré écouter les enregistrements d'abord, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Si le contenu est écoutable et pertinent pour votre famille, avait-elle promis, je vous tiendrai informé immédiatement. » À 19h30, dans le silence total de la salle d'écoute, Arnaud avait lancé la première cassette. Après quelques secondes de grésillement, une voix avait émergé. Une voix que Valois reconnaîtrait entre 1000, même après presque 3 décennies, celle de Marcel Fontaine. Vendredi 14 octobre 1994, 9h20 du matin. Je m'appelle Marcel Fontaine, ancien inspecteur de police à Nantes. Si quelqu'un écoute ceci, c'est que je ne suis probablement plus en vie. Je vais essayer d'expliquer comment j'en suis arrivé là. La voix de Marcel était calme, posée, presque professionnelle, comme s'il dictait un rapport. Mais ceux qui le connaissaient pouvaient détecter une tension sous-jacente, une fatigue profonde. Valois avait fermé les yeux, l'émotion le submergeant. Depuis plusieurs mois, je travaille sur une affaire qui me hante depuis 18 ans. Le meurtre d'Hélène Garot en 1976. À l'époque, j'étais l'un des enquêteurs sur ce cas. Une jeune femme de 23 ans avait disparu en février, son corps retrouvé 6 mois plus tard dans un champ près de Saint-Herblain. Bernard Lavigne, son voisin, avait été arrêté, jugé et condamné à 20 ans de prison. L'affaire semblait close. Marcel avait fait une pause. On entendait sa respiration légèrement saccadée. Mais j'ai toujours eu des doutes. Les preuves contre Lavigne étaient principalement circonstancielles. Un témoignage d'un autre voisin qui l'avait vu parler avec Hélène quelques jours avant sa disparition. Des fibres textiles trouvées sur le corps qui correspondaient à un pull appartenant à Lavigne. Mais rien de définitif. Pas d'aveu, pas de mobile clair, pas de témoin direct. Lavigne a toujours clamé son innocence, mais à l'époque, la pression médiatique était telle qu'il fallait un coupable, rapidement. Un bruit métallique résonnait en arrière-plan de l'enregistrement. Marcel semblait se déplacer. En relisant le dossier ces derniers mois, j'ai découvert des incohérences, des témoignages qui n'avaient pas été suffisamment approfondis. Et surtout, j'ai trouvé quelque chose qui n'avait jamais été mentionné dans le rapport officiel. Une lettre anonyme reçue par le commissariat 2 semaines après l'arrestation de Lavigne, suggérant qu'un autre suspect devrait être interrogé. Cette lettre avait été classée sans suite, considérée comme l'œuvre d'un mytho. Mais en la relisant, j'ai remarqué des détails que seule une personne ayant une connaissance intime de l'affaire pouvait connaître. Marcel avait toussé, puis continué. J'ai passé des semaines à retracer tous les témoins de l'époque. Beaucoup sont morts. D'autres ont déménagé, mais j'ai fini par retrouver quelqu'un. Michel Barré, qui était la meilleure amie d'Hélène en 1976. Elle vit maintenant en Bretagne. Quand je l'ai contactée il y a 3 semaines, elle a d'abord refusé de me parler. Mais j'ai insisté, et elle a finalement accepté de me rencontrer. Ce qu'elle m'a révélé a tout changé. L'intensité dans la voix de Marcel augmentait. Hélène avait une liaison secrète. Pas avec Lavigne, comme l'accusation l'avait suggéré, mais avec quelqu'un d'autre, un homme marié, respecté dans la communauté. Michel m'a dit qu'Hélène lui avait confié qu'elle était enceinte et qu'elle allait tout révéler. Elle voulait que cet homme quitte sa femme pour elle. Michel ne connaissait pas son nom. Hélène ne voulait pas le dire avant d'avoir réglé la situation. Mais elle savait qu'il occupait une position importante. Marcel s'était tu quelques secondes. On entendait le vent qui s'engouffrait dans l'entrepôt. J'ai recoupé les informations. J'ai cherché qui, dans l'entourage professionnel d'Hélène à l'époque, correspondait à ce profil. Hélène travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'architecture. Parmi ses collègues et clients, un nom revenait régulièrement, Alain Mercier. Promoteur immobilier, 42 ans en 1976, marié, 2 enfants. Et surtout, oncle de Laurent Mercier, qui deviendrait plus tard commissaire de police à Nantes. Valois avait ouvert les yeux brusquement. Laurent Mercier, son supérieur, son mentor.
l'homme qui avait supervisé l'enquête sur la disparition de Marcel lui-même. J'ai confronté Alain Mercier hier après-midi à son bureau, continuait Marcel. Je lui ai montré les preuves que j'avais rassemblées. Le témoignage de Michel, des relevés bancaires montrant qu'il avait loué un appartement où il retrouvait Hélène, des lettres qu'elle lui avait écrites et que j'avais retrouvées chez une cousine d'Hélène. Au début, il a nié. Puis, quand il a compris que je ne lâcherais pas, il a avoué. Oui, il avait une liaison avec Hélène. Oui, elle était enceinte. Et oui, il était présent le soir de sa disparition. La voix de Marcel tremblait maintenant. Il m'a dit qu'il s'était disputé. Hélène voulait qu'il divorce. Lui refusait, disant qu'il avait trop à perdre. Elle a menacé de tout révéler. Ils étaient dans sa voiture, garée dans un endroit isolé près de Saint-Herblain. La dispute est devenue violente. Il dit que c'était un accident qui l'a poussée et qu'elle est tombée, se fracassant la tête contre une pierre. Panique, il a caché le corps, espérant que personne ne ferait le lien. Quand Lavigne a été arrêté, il n'a rien dit, laissant un innocent payer pour son crime. On entendait Marcel pleurer maintenant, des sanglots étouffés. J'étais l'un des enquêteurs qui ont contribué à condamner Lavigne. J'ai participé à cette injustice. Pendant 18 ans, un innocent a croupi en prison à cause de mon incompétence, à cause de notre précipitation à clore l'affaire. Et pendant tout ce temps, Mercier vivait tranquillement sa vie, construisant son empire immobilier sur le dos d'une femme morte et d'un homme injustement condamné. Marcel avait fait une pause, reprenant son souffle. Après notre confrontation hier, Mercier m'a supplié de ne rien dire. Il m'a offert de l'argent, beaucoup d'argent. Quand j'ai refusé, il est devenu menaçant. Il m'a dit qu'il avait des contacts, que je ferais mieux de me taire si je tenais à ma famille. J'ai quitté son bureau, mais je savais que je ne pouvais pas aller directement à la police. Son neveu, Laurent, est commissaire. Ils sont proches. Je ne sais pas jusqu'où va cette protection familiale. La cassette grésillait. Marcel avait changé de position. Ce matin, j'ai reçu un appel. Une voix que je ne connaissais pas m'a donné rendez-vous ici, dans cet entrepôt à Chantenay. La voix m'a dit qu'il y avait des documents qui prouveraient définitivement la culpabilité de Mercier, cachés dans ce bâtiment depuis des années. J'ai hésité. Ça sentait le piège. Mais l'espoir de trouver des preuves irréfutables m'a poussé à venir. J'ai dit à Elisabeth que je sortais pour ma promenade. Je n'ai rien dit de plus. Je ne voulais pas l'inquiéter. La première cassette s'était terminée. Arnaud avait immédiatement lancé la deuxième. La voix de Marcel reprenait, mais plus faible. Il est maintenant environ 11 heures. Je suis arrivé ici vers 9 heures. L'entrepôt est vide, comme je m'y attendais. J'ai exploré le rez-de-chaussée, puis le premier étage. Rien. Je suis monté au deuxième étage par l'escalier extérieur. C'est là que je les ai vus. 2 hommes. Je ne les connais pas, ils m'attendaient. On entendait la respiration de Marcel devenir plus rapide. Ils m'ont dit que Mercier les avait envoyés, que je posais trop de questions, que je devais disparaître. J'ai essayé de m'échapper, mais l'un d'eux m'a frappé. Je suis tombé, j'ai la tête qui tourne. Je pense qu'ils m'ont donné quelque chose. Un produit, je me sens de plus en plus faible. Des bruits confus remplissaient l'enregistrement, des voix lointaines, indistinctes. Ils m'ont enfermé dans cette pièce. Ils ont bloqué la porte. Je ne peux pas sortir. Les fenêtres sont trop hautes, trop dangereuses. J'ai essayé de crier, mais personne ne viendra ici. Cet endroit est abandonné depuis des années. J'ai réussi à sortir mon magnétophone de ma sacoche avant qu'ils ne la prennent. Ils ont fouillé mes poches, pris mon téléphone portable. Mais ils n'ont pas vu le magnétophone que j'avais dans la poche intérieure de ma veste. Marcel avait fait une pause, semblant rassembler ses forces. Si quelqu'un écoute ceci, vous devez savoir la vérité. Alain Mercier a tué Hélène Garot en février 1976. Bernard Lavigne est innocent. J'ai les preuves dans ma sacoche. Les lettres, les documents bancaires, tout. Faites justice. Pour Hélène, pour Lavigne, pour toutes les victimes. La 3e et la 4e cassette contenaient les dernières heures de Marcel Fontaine. Sa voix devenait progressivement plus faible, ses phrases plus décousues. Il parlait de sa vie, de ses regrets, de sa famille. Il demandait pardon à Elisabeth de l'avoir inquiété. Il disait à ses enfants qu'il les aimait.
Il exprimait son espoir que la vérité finirait par éclater, même si cela prenait des années. Le dernier enregistrement datait du samedi 15 octobre 1994, selon les datations de Marcel. « Je n'ai plus de force. Je n'ai pas bu depuis hier. La température est glaciale la nuit. Je pense que c'est la fin. Je veux juste que vous sachiez que je ne vous ai pas abandonné. Je voulais faire ce qui était juste. Je voulais réparer mon erreur. Elisabeth, mon amour, je suis désolé. » Puis, le silence. Le magnétophone avait continué à tourner pendant encore quelques minutes, n'enregistrant que le vent et le silence de l'entrepôt abandonné avant que les piles ne s'épuisent. Dans la salle d'écoute, personne ne parlait. Valois pleurait silencieusement, la tête entre les mains. Arnaud avait les mâchoires serrées, la colère montant en elle. Le procureur Leroy avait déjà son téléphone à la main. Les heures qui suivirent furent intenses. Une équipe avait été immédiatement envoyée au domicile d'Alain Mercier, maintenant âgé de 89 ans, vivant dans une villa luxueuse à Pornic. Mais quand les policiers étaient arrivés à 6 heures du matin le vendredi 13 octobre, ils avaient trouvé Mercier mort dans son lit. Selon le médecin appelé sur place, il était décédé d'une crise cardiaque quelques heures plus tôt, probablement dans la nuit. Sur sa table de chevet, une lettre manuscrite adressée à son avocat. Dans cette lettre, Mercier avouait avoir appris par les médias la découverte de l'entrepôt de Chantenay. Il savait que le corps de Marcel serait identifié, que les enregistrements seraient trouvés. Il confirmait tout ce que Marcel avait dit. Sa liaison avec Hélène Garot, l'accident qui avait causé sa mort, son silence pendant le procès de Lavigne. Il admettait avoir fait appel à 2 hommes, des connaissances du milieu immobilier aux pratiques douteuses, pour neutraliser Marcel en octobre 1994. Il donnait leurs noms, René Clément et Didier Farge. Mercier écrivait qu'il avait vécu 47 ans avec cette culpabilité, mais que la peur de tout perdre l'avait toujours empêché de parler. Maintenant que la vérité allait éclater, il préférait partir dignement, plutôt que de finir ses jours en prison. René Clément était mort en 2011. Didier Farge, cependant, était toujours vivant, âgé de 68 ans, retraité, vivant à la Baule. Il avait été arrêté le vendredi après-midi. Confronté aux enregistrements et à la lettre de Mercier, il avait fini par avouer. Oui, Mercier les avait payés pour se débarrasser de Marcel. Il devait le faire disparaître de façon à ce que personne ne retrouve jamais son corps. Il l'avait attiré dans l'entrepôt, l'avait drogué et enfermé dans la pièce du 2e étage. Ils avaient bloqué la porte de l'extérieur avec des planches et du mobilier. Ils étaient repartis, laissant Marcel mourir lentement de froid, de faim et de déshydratation. On pensait que quelqu'un finirait par démolir ce bâtiment et que plus personne ne ferait le lien, avait déclaré Farge. Laurent Mercier, l'ancien commissaire, avait été convoqué pour témoigner. Maintenant âgé de 73 ans, retraité depuis 2015, il était effondré. Il jurait ne rien avoir su des activités criminelles de son oncle, ni de son implication dans la disparition de Marcel. Les enquêteurs, après vérification, n'avaient retrouvé aucune preuve le reliant au crime. Il semblait avoir été maintenu dans l'ignorance, probablement pour le protéger. Le vendredi soir, Arnaud s'était rendu rue Gambetta pour informer Elisabeth et Céline. Antoine avait été joint par téléphone à Lyon et prenait le premier TGV du samedi matin. Quand Arnaud avait raconté ce que contenaient les enregistrements, comment Marcel était mort, pourquoi il était là-bas, Elisabeth avait pleuré pour la première fois depuis 29 ans. « Il est mort en essayant de faire ce qui était juste », avait-elle murmuré. C'était Marcel jusqu'au bout, incapable de laisser passer une injustice. Céline tenait sa mère dans ses bras, partageant sa douleur, mais aussi une étrange forme de soulagement. Après presque 3 décennies d'incertitude, il savait enfin. Dans les jours qui suivirent, l'affaire avait explosé dans les médias. La presse nationale s'était emparée de l'histoire. Un ancien policier assassiné, parce qu'il avait découvert la vérité sur une erreur judiciaire vieille de 47 ans. Les enregistrements du magnétophone avaient été versés au dossier judiciaire et, après autorisation du juge, des extraits avaient été rendus publics.
Bernard Lavigne, décédé en 2015, ne verrait jamais son nom lavé officiellement. Mais sa famille, contactée par les autorités, avait reçu des excuses officielles de la part du ministre de la Justice. Une procédure de révision post-mortem de son procès avait été engagée. Son fils, Philippe Lavigne, âgé de 52 ans, avait déclaré aux médias « Mon père est mort en clamant son innocence, il n'a jamais été cru. Marcel Fontaine a payé de sa vie pour avoir voulu rétablir la vérité. Je lui serai éternellement reconnaissant, ainsi qu'à sa famille qui a dû vivre avec cette incertitude pendant si longtemps. » Didier Farge avait été inculpé de séquestration ayant entraîné la mort, non-assistance à personne en danger et complicité de meurtre. À 68 ans, il serait probablement condamné à passer le reste de sa vie en prison. Les funérailles de Marcel Fontaine avaient eu lieu le samedi 28 octobre 2023, exactement 29 ans et 2 semaines après sa disparition. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées à l'église Sainte-Anne pour lui rendre hommage. Des policiers en uniforme formaient une haie d'honneur. Valois avait prononcé l'éloge funèbre, la voix brisée par l'émotion, rendant hommage à l'intégrité et au courage de son mentor. Élisabeth, soutenue par ses 2 enfants, avait tenu à dire quelques mots. « Marcel était un homme de devoir », avait-elle déclaré. « Il croyait en la justice, en la vérité. Il a donné sa vie pour ses principes. Je suis fière d'avoir été son épouse pendant 43 ans. Et je suis reconnaissante de savoir enfin ce qui lui est arrivé, même si la vérité est douloureuse. » Dans les semaines qui suivirent, l'entrepôt de Chantenay avait été démoli comme prévu. À l'emplacement exact de la pièce où Marcel était mort, la municipalité avait décidé d'installer une plaque commémorative. Elle portait une simple inscription. À la mémoire de Marcel Fontaine, inspecteur de police, mort pour la vérité et la justice. Octobre 1994. Céline avait repris le magnétophone après sa libération par la justice. Elle l'avait fait restaurer et l'avait placé dans une vitrine dans le salon de sa mère, à côté de photos de Marcel. « C'est grâce à lui que nous savons », disait-elle aux visiteurs. « Papa savait qu'il était en danger. Il a trouvé un moyen de nous laisser la vérité. » Thomas, le petit-fils de Marcel, maintenant âgé de 12 ans, avait écrit une rédaction à l'école sur son grand-père. « Mon grand-père était un héros », avait-il écrit. « Il est mort avant ma naissance, mais je le connais grâce aux histoires de ma mère et de ma grand-mère. Il m'a appris qu'il faut toujours faire ce qui est juste, même si c'est difficile, même si c'est dangereux. » L'affaire avait également eu des répercussions au sein de la police de Nantes. Une enquête interne avait été lancée pour comprendre comment la lettre anonyme de 1976 avait pu être classée sans suite et pourquoi les doutes de Marcel sur le cas Lavigne n'avaient pas été pris plus au sérieux. Des procédures avaient été mises en place pour s'assurer qu'à l'avenir, toute information concernant des affaires classées serait examinée avec plus d'attention. Valois, qui avait consacré une partie de sa retraite à chercher son ami, trouvait enfin une forme de paix. Marcel avait raison depuis le début, confiait-il aux journalistes. Il était meilleur enquêteur que nous tous. Et il avait plus de courage. Il a choisi la justice plutôt que sa sécurité. C'est le plus bel héritage qu'un policier puisse laisser. Ce cas nous montre comment la quête de vérité peut exiger le sacrifice ultime, mais aussi comment cette vérité finit toujours, même après des décennies, par émerger. Marcel Fontaine n'a pas seulement résolu une injustice vieille de 18 ans, il a laissé un témoignage puissant sur l'importance de l'intégrité et du courage face à la corruption et aux mensonges. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait le même choix que Marcel, sachant que cela pourrait mettre votre vie en danger? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie sur un cas qui a marqué l'histoire de Nantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires judiciaires réelles et aux histoires de courage.